génocide américain des Indiens, des Sioux, des Blackfoot dans les années 1890. On n'en parle même pas au cinéma parce que le cinéma de Hollywood exige que les Américains soient les bons. Tout a commencé ici, en Allemagne, dans la capitale spirituelle de l'Empire d'Hitler, Nuremberg, qui est devenu depuis ce jour historique le berceau et l'espoir pour une nouvelle justice internationale. Le 20 novembre 1945, il y a donc 70 ans, débutait ici, dans cette petite salle d'audience portant le numéro 600, le plus grand procès pour meurtre de l'histoire de l'humanité, le procès de Nuremberg. Un procès où furent jugés les principaux dirigeants nazis pour crimes contre l'humanité. On a peine à comprendre comment l'Allemagne, le pays le plus raffiné d'Europe en termes de culture, le pays de Goethe, de Bach, Mozart, Hegel et Kant, a pu créer une industrie de la mort. Peine à comprendre comment autant d'hommes et de femmes, en apparence sains d'esprit, qui avaient pour la plupart reçu une éducation chrétienne et qui avaient eux-mêmes des enfants, ont pu suivre aveuglément Hitler dans sa démence pour humilier, torturer et tuer de sang-froid des milliers d'innocents. Comment, tous les soirs, après avoir abattu ou poussé des centaines de personnes dans les fours crématoires, ils pouvaient revenir paisiblement à la maison pour s'occuper tendrement de leur famille, voir aux devoirs des enfants, les border affectueusement dans leur lit et s'endormir sereinement pour la nuit. Comment l'être humain, d'une certaine manière, a pu, à un moment donné, verser dans une telle folie. Et pas seulement les dignitaires nazis. Comment le peuple allemand accepter effectivement cet état absolument invraisemblable d'un fascisme absolu, d'un totalitarisme absolu. Comment donc une foule a pu être d'une certaine manière complètement prise en otage idéologiquement et se comporter comme si c'était donc un troupeau d'animaux, de moutons ou d'insectes, etc., qui agissaient au son d'une voix et au son de quelques mots, etc., sans se poser les vraies questions. Comment c'est possible? Comment un peuple aussi éduqué, aussi extraordinaire, a pu effectivement accompagner le nazisme. C'était essentiel de faire quelque chose pour punir les nazis parce qu'ils avaient fait des choses qui sont presque sans pareil dans l'histoire du monde. Il y a beaucoup d'atrocités, il y a des atrocités partout. Peut-être il y en a eu de semblables, mais au XXe siècle, avec toutes les atrocités, il y avait quelque chose de spécial. Les massacres complètement planifiés, payés pour le gaz et pour les choses comme ça. C'était terrible. Tout ça, ce sont des questions de fond. Et comment, après, sont-ils restés dans l'ignorance, ceux qui habitaient autour des camps de concentration, qui ont vu les convois arriver, qui ont vu les fumées s'élever des fours crématoires? Comment ont-ils pu accepter cet état de fait sans réagir, en accompagnant effectivement la monstruosité, sans bouger? Après la guerre, on ne voulait pas très toucher à cette... chapitre noir dans l'histoire de la ville de Nuremberg. Et pendant 50 ans, au moins, c'était vraiment un tabou. L'historien François Delplat, auteur d'un important ouvrage sur le procès de Nuremberg, a passé une bonne partie de sa vie à étudier scrupuleusement toutes les audiences du procès qui se sont déroulées ici, ainsi que les jeux de coulisses qui les ont entourés. C'est la première fois que la guerre elle-même est mise en accusation sur un plan judiciaire et pénal. Les États-Unis mettent tout leur poids dans la balance pour qu'il y ait un procès des criminels nazis, des principaux dirigeants nazis, respectant les droits de la défense. Les procès de Nuremberg ont eu lieu quand la guerre était finie. Ils avaient eu accès, les enquêteurs avaient quand même accès à des archives très, très bien documentées. Et ils avaient tous les prisonniers, ils avaient fait prisonniers les accusés dès le début. Ici, c'est le prétoire des procureurs. Et derrière moi, juste derrière moi, eh bien, ce sont les bancs où se sont entassés les inculpés. Pendant toute cette période, bien sûr, il y a une tension immense. Il y a des journalistes, il y a des sténographes, il y a des interprètes.
Alors, on a fermé les rideaux. Pourquoi on a fermé les rideaux? C'est parce qu'on craignait qu'un tireur d'élite placé sur un toit tire sur quelqu'un au tribunal. Voici la tribune des juges. Ils étaient 8, un Français, un Anglais, un Américain, un Soviétique. Et ils avaient chacun un suppléant, donc 4 suppléants. Dans le coin là-bas, c'est le box aux témoins. Les témoins venaient ici se présenter. Ils n'étaient pas tellement nombreux durant tout le procès, mais c'est là que ça se passait. Serrés les uns contre les autres, ces impitoyables maîtres de l'époque représentaient le symbole vivant des haines raciales. L'heure est venue pour eux de répondre d'actes qui ont conduit à l'un des plus grands drames de l'histoire, en causant la mort de 11 millions de personnes, parmi lesquelles 1 million d'enfants. Le monde entier découvre ici, pour la première fois, les atrocités commises par le régime hitlérien. L'abjection dépasse tout ce que l'on aurait pu imaginer. Les films tournés par les Allemands eux-mêmes sont projetés aux accusés. Ils restent imperturbables. Les premiers camps de concentration, il faut le savoir, étaient faits en direction des opposants au nazisme. Et ceux-là ont payé le prix très très fort dès l'arrivée des nazis au pouvoir. Et donc effectivement, les communistes allemands, mais aussi tous ceux qui étaient les vrais démocrates et qui n'ont pas accepté l'État hitlérien, ont été arrêtés, ont été effectivement victimes du nazisme, de la terreur, et peut-être que effectivement c'est la terreur qui a fait que les autres n'ont pas bougé. Aujourd'hui, il reste très peu de vivants qui ont travaillé au procès de Nuremberg. Parmi ces témoins privilégiés, il y a Benjamin Ferencz, un des principaux procureurs du procès. Je suis devenu le procureur en chef du plus grand procès de l'histoire de l'humanité et je n'avais que 27 ans. C'était ma première cause. Mon travail consistait à aller dans les camps de concentration, libérés par les Alliés, pour y découvrir des preuves, parce que si nous étions arrivés trop tard, elles risquaient d'être détruites. Les détenus devenaient fous, on se battait, les SS couraient, bref, c'était un chaos indescriptible. L'idée était donc de m'envoyer sur place le plus tôt possible afin de consulter les archives et les dossiers, de les rassembler, d'obtenir des témoignages d'autant de personnes que possible pour trouver des preuves d'actes répréhensibles, comme la confection de ces abat-jours en peau humaine ornés de tatouages et autres objets macabres du genre. Les expériences médicales commises par les pseudo-scientifiques nazis se faisaient dans des conditions cruelles qui dépassent l'imagination. J'ai eu personnellement l'insigne honneur de faire partie d'un groupe de déportés sélectionnés pour des expérimentations sur l'hypothermie. La soi-disant recherche scientifique, dont personne ne ressortait vivant, était destinée à trouver de nouveaux moyens pour prévenir l'exposition au froid des aviateurs allemands tombés à l'eau. Et c'est par pur miracle si mon passage dans le funeste bassin glacial m'a été épargné. Les soldats américains, les libérateurs de notre camp, sont arrivés juste à temps. Les atrocités des chercheurs bidons allaient jusqu'à l'inoculation de germes mortels, des brûlures au phosphore, une révoltante tentative de fabrication de savons humains, la confection d'abat-jours avec la peau des victimes et même à l'odieuse réduction de tête. C'est au jeune avocat Benjamin Ferencz que revient l'idée d'accorder la préférence aux documents écrits par les inculpés eux-mêmes plutôt qu'à la comparution de témoins à charge. Personne ne m'a dit comment faire sur la manière de poursuivre les criminels. Certainement pas le colonel ou quelques gradés de l'armée. Il n'avait aucune expérience dans ce domaine. C'était juste une affaire de bon sens. Pour prouver qu'un crime avait eu lieu, il fallait rassembler des preuves. J'ai pris quelques échantillons, je les ai examinés, polycopiés avec une petite machine. Lorsque j'ai eu la preuve qu'1 million de personnes avaient été assassinées, j'ai dit « ça suffit ». Les détenus allongés sur le sol, certains étaient morts et d'autres comme des morts vivants. Les baraques étaient d'une saleté repoussante. Il y avait la dysenterie, la diarrhée, sans parler des rats, des souris, partout. Parfois, les détenus attrapaient un gardien, le battaient à mort, le brûlaient vif. Je me suis permis de demander à l'ancien procureur s'il se souvenait encore, 70 ans plus tard, de son touchant plaidoyer qu'il avait livré justement ici, le premier jour des procès.
It is with sorrow and with hope that we here disclose the murder of over 1 million innocent and helpless men, women, and children. Vengeance is not our goal, nor do we seek merely a just retribution. We ask this court to affirm by international penal action man's right to live in peace and dignity, regardless of his race or creed. The case we present is a plea of humanity to law. La peine de mort a été octroyée de façon un peu aléatoire. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été pendus. En Allemagne, en 47-48, on se serait dit, c'est lui-là, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Le statut juridique de nombreux événements historiques ayant entraîné des mortalités de masse ne fait pas toujours l'unanimité parmi les historiens et les juristes. Ainsi, beaucoup se refusent toujours aujourd'hui de qualifier de génocide certaines destructions de groupes ethniques ou encore les bombardements de Dresde ou d'Hiroshima. En cette matière, pour qui veut éviter les amalgames, la prudence est donc de mise. Par ailleurs, il y a eu des massacres où personne n'a été puni. Par exemple, le génocide américain des Indiens, des Sioux, des Blackfoot dans les années 1890. On n'en parle même pas au cinéma parce que les cinémas de Hollywood exigent que les Américains soient les bons gars. Et donc, montrer les Américains comme perpétrateurs d'un génocide, ça ne fonctionne pas. Le procès de Nuremberg, celui qu'on dit des principaux criminels, est le premier en date, mais il va y en avoir 12 derrière, des procès spécialisés, un pour les Einsatzgruppen, un pour la Wilhelmstrasse, c'est-à-dire les cadres du ministère des Affaires étrangères allemand, un autre pour les médecins, et ces 12 autres procès vont être uniquement américains. Le choix de cette ville a une portée symbolique. En effet, c'est à Nuremberg qu'Hitler avait l'habitude de tenir ses rassemblements géants, et c'est précisément là que ces lois contre les Juifs furent rédigées et annoncées au peuple allemand. L'inhumanité de tous ces exécutants qui prétendaient n'avoir obéi qu'aux ordres de leurs supérieurs a horrifié le monde entier. Il est donc hors de question que cette barbarie reste impunie. Mais qui dit punition ne dit pas nécessairement procès. En 1943, lors de la rencontre des chefs alliés à Québec, Churchill fait savoir que lorsque l'heure des comptes sera arrivée, il pencherait pour une solution expéditive, soit celle de fusiller tous les hauts dignitaires nazis et à ne juger que les cadres de second rang. Il y a un désaccord assez net entre ceux qui voudraient un châtiment pur et simple, les faits étant notoires et plusieurs dizaines de dirigeants nazis étant notoirement à l'origine de ces faits. Eh bien, c'est le point de vue notamment de Churchill de les exécuter sans jugement après vérification d'identité. Mais 2 ans plus tard, au sommet de Yalta, Staline, favorable lui aussi à la justice expéditive, porte un toast en disant « Je bois à la justice du peloton d'exécution ». Choqué par cette attitude, Churchill se ravise aussitôt et se rallie à l'option judiciaire proposée par Roosevelt. Les Alliés finissent par tomber d'accord pour faire un procès en bonne et due forme en donnant aux criminels les plus infâmes de l'histoire la chance d'examiner les preuves retenues contre eux et même celle de se défendre par tous les moyens légaux possibles. Lorsqu'on se trouve ici, dans ces lieux chargés d'histoire, et qu'on prend conscience de ce qui s'est passé ici, on est impressionné.
impressionné par la situation dans laquelle se trouvaient les juges à l'époque. Car rendre un jugement n'était pas chose facile. Il faut dire que les avocats qui défendaient les leaders nazis avançaient de bonnes idées qui n'étaient pas toutes dénuées de sens. Lorsqu'elles étaient exposées, on pouvait se rendre compte qu'elles comportaient de grandes faiblesses et qu'elles n'auraient pas pu avoir du succès. Mais dans ce contexte historique et extrêmement complexe, on peut comprendre que la situation a demandé aux juges un effort énorme. Mais vraiment, c'était tout un travail pour les juges. Discrète facétie de l'histoire, le père du juge Mayer faisait partie des naufragés que le capitaine québécois Stanislas Dery a sauvés au large du Groenland après avoir torpillé leur sous-marin. Le submersible avait été lourdement endommagé par la corvette canadienne et il avait coulé plus tard. Mais avant ça, dans une ultime manœuvre, il était parvenu à émerger et l'équipage de 55 hommes au grand complet avait alors sauté dans l'eau glaciale et avait été sauvé par l'équipage des 2 navires de guerre canadiens. Une procédure très peu courante à l'époque. C'est ainsi que leurs vies ont pu être sauvées. Un des plus importants témoins à comparaître ici, dans ce box au procès, a été Peter Heissig, un capitaine allemand qui a eu la chance d'être sauvé par le Québécois Stanislas Dery. Le capitaine Heissig est venu dire ici, à la cour, que s'il s'était trouvé dans la même situation et s'il avait agi comme l'a fait Stanislas Dery, eh bien, il aurait transgressé les ordres de l'amiral Dönitz, un des accusés à ce procès. Dönitz avait dit d'ailleurs, il avait interdit aux marins allemands de porter secours aux naufragés ennemis. 10 mois plus tard, au bout de 403 audiences publiques, à 14h45 précise, s'ouvre la dernière séance du procès. Dans les rues de Nuremberg, la garde est renforcée. Le palais de justice est en état de siège et les juges s'y rendent dans des voitures blindées. La séance sera brève, 2 minutes par accusé. Leur banc est vide, ils entrent les uns après les autres à tour de rôle pour entendre leur sentence et on les reconduira dans leur cellule. 12 d'entre eux seront condamnés à mort par pendaison. Göring entre le premier. Il est reconnu coupable des crimes visés par les 4 chefs d'accusation. Condamné à mort par pendaison, annonce le juge. Tod durch den Strang, a traduit l'interprète. Mais Göring échappera à la pendaison. Sitôt de retour dans sa cellule, pour narguer la justice et avoir le dernier mot, il se donnera la mort en croquant une capsule de cyanure. Ensuite, ça sera au tour de von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, condamné à mort. Wilhelm Keitel, chef du haut commandement des forces armées, condamné à mort. Ernst Kaltenbrunner, responsable du système policier nazi, condamné à mort. Hans Frank, le bourreau de Pologne qui avait tenté de se suicider avant son arrestation, lorsqu'il est arrivé en prison, a retrouvé une foi catholique très ardente qui lui a permis d'avouer tous ses crimes et de se sentir très, très, très coupable. Même dans son journal, il a écrit 1000 années passeront et cette faute de l'Allemagne ne sera toujours pas effacée. Alfred Rosenberg, théoricien du nazisme responsable du pillage systématique pratiqué dans tous les pays envahis d'Europe. Wilhelm Frick, ministre de l'Intérieur, responsable du programme d'euthanasie. Fritz Sauckel, surnommé le négrier d'Europe, commissaire général du travail obligatoire. Le responsable de la déportation de plus de 5 millions de personnes dans des conditions de cruauté effroyables. Alfred Jodl, chef d'état-major de la Wehrmacht. Arthur Seyss-Inquart, responsable de la déportation des Juifs des Pays-Bas. Julius Streicher, directeur d'un journal antisémite, condamné à mort. Pour 7 accusés, ça sera la prison. Et pour 3 d'entre eux, l'acquittement. L'exécution des condamnés par le sergent John Woods se déroule du 15 au 16 octobre 1946. La peine de mort est de toute façon immorale. C'est une atrocité pour punir une atrocité. Ça ne se fait pas. Et ça empêche le déroulement juste
Et si on se trompe, il n'y a plus rien à faire après. Je suis sûr qu'ils ne se sont pas trompés sur Ribbentrop ou sur Göring, mais il y a eu des milliers de gens. Et la peine de mort était octroyée de façon un peu aléatoire. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été pendus. En Allemagne, en 47-48, on se serait dit, c'est lui-là, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Face à tous ces condamnés à mort, Benjamin Ferencz est bouleversé. Son travail est terminé, mais il est très, très, très dérangé et il décide à un moment donné de se rendre dans la cellule de l'un de ces hommes pour lui donner, entre guillemets, un coup de main. J'ai été très impressionné par M. Ollendorff parce qu'il était honnête. Mais maintenant qu'on était sûr qu'il allait être pendu, j'ai pensé qu'il aimerait peut-être transmettre un message à sa femme pour dire qu'il l'aimait et qu'il aimait ses enfants, quelques mots humains. Je suis donc descendu à sa cellule, qui se trouvait sous la salle du tribunal, et je lui ai demandé, à travers un petit guichet qui était là, si je pouvais faire quelque chose pour lui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, M. Ollendorff? Il m'a regardé, il m'a dit, « Les Juifs américains vont souffrir. Vous verrez que j'avais raison. » Et il a commencé à m'expliquer pourquoi la disparition des Juifs pouvait permettre de délivrer le monde du communisme. Je l'ai arrêté. Je lui ai dit au revoir, M. Ollendorff, et je suis parti. J'ai vu les photos de sa dépouille qui a été remise à sa famille. Ils l'ont enterré quelque part près de la zone britannique. Ses amis se sont réunis autour de sa tombe. Ils ont fait le salut nazi. Bref, ils n'ont rien appris. Je ne peux pas croire que mes frères allemands ont pu exécuter des centaines de milliers de gens physiquement comme eux. Je ne peux pas appartenir à cette race maudite. C'est pourquoi, dès que j'ai su, je me suis réfugiée au Canada. In euren Fäusten halten müssen! Und in euren jungen Gehirn brennt dasselbe Geist, der uns beherrscht. L'idée, c'était de montrer qu'il y avait un complot contre l'humanité, qu'il était bien organisé, que la chaîne de commandement, effectivement, remontait jusqu'à certaines personnes. C'était ça l'idée du procès de Nuremberg, que personne ne pouvait se défiler en disant c'était simplement Hitler le responsable. C'était ça le sujet. Or, ça va beaucoup plus loin, puisque je dirais que chaque Allemand qui a consenti à participer d'une certaine manière à cette mascarade absolue du nazisme, a été aussi un co-responsable de la globalité du phénomène. L'extermination des Juifs par les nazis et les images des charniers planent sur toutes les audiences. Pour tous ceux qui ont eu la chance de survivre au camp de la mort, cet horrible passé est toujours bien présent dans la mémoire. C'est le cas notamment de Mme Isabelle Chocot, une rescapée d'Auschwitz. Ah, Auschwitz, cet endroit sinistre où beaucoup sont entrés par la porte et en sont malheureusement ressortis par la cheminée. On nous a amenés à la gare. Nous sommes arrivés à Auschwitz-Birkenau. Les portes s'ouvrent. Nous descendons sur les quais de la gare. Un homme s'approche de moi à ma gauche. Il me dit, écoute-moi bien, au bout du quai, il y a une sélection. Quand tu arriveras au bout du quai, il faut que tu ailles à gauche. À gauche, c'est la vie. À droite, c'est la mort. J'ai pris ma mère par la main. J'ai baissé la tête et je disais tout haut, le plus haut que je pouvais, en avançant le plus vite pour que le plus de gens puissent m'entendre. Allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche, jusqu'au moment où je suis arrivée devant, effectivement, 2 soldats. On m'a envoyé à gauche, mais ma mère, elle est restée entre les deux. Je suis vite revenue, je l'ai tirée par la main, la foule dedans. J'ai pu l'amener avec moi. On est partis toutes les deux. Et nous sommes arrivés dans une pièce. On nous a dit de nous déshabiller, nous mettre toutes nues.
On nous a rasé la tête. C'était tout simplement un camp de travaux forcés. Annexe de Bergen-Belsen, le camp de la mort. Je me suis endormie. Ma mère à côté de moi, comme d'habitude. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Je poussais ma mère. Elle ne bougeait plus. Je l'ai poussée encore. Rien à faire. Je voulais pas comprendre. J'ai compris qu'elle est décédée dans la nuit. On peut se questionner aujourd'hui, alors que le but premier d'Hitler fut l'élimination des Juifs, pourquoi à Nuremberg, le mot juif n'apparaît nulle part dans l'acte d'accusation. Pas même à propos du meurtre de 6 millions d'entre eux. La raison est demeurée absolument mystérieuse jusqu'à ce jour. Aux yeux d'Elie Wiesel, rescapé d'Auschwitz et de Buchenwald, il s'agit d'une grave omission. Le prix Nobel de la paix estime pour sa part que la tragédie juive aurait pourtant dû y occuper la première place. Par exemple, Göring a très bien témoigné et il a mis l'accusation en péril, dirais-je, sauf sur le problème de la question juive. C'est vraiment le problème sur lequel aucun des accusés n'a accepté de dire qu'il était au courant. Que ce soit Kaltenbrunner, que ce soit Speer, que ce soit Keitel, c'est-à-dire ou Jodl, qui était le chef adjoint de l'OKW. Aucun n'a accepté la responsabilité sur la question juive. Göring disait que Hitler n'était pas vraiment au courant, quoi. Göring, qui paraissait vraiment comme un maréchal d'opérette, une sorte de militaire théâtral, complètement loufoque et complètement, disons, cinglé, qui attirait toute la lumière sur lui, parce que c'est quand même une personnalité donc, assez atypique, et donc qui défendait de façon systématique son rôle, mais en même temps, il jouait avec le tribunal. On s'est aperçu que même son rôle, au bout d'un moment, aurait pu faire basculer le procès. L'acharnement des bourreaux nazis contre les Juifs a mobilisé beaucoup d'Européens de bonne volonté et a fourni à plusieurs autres, l'occasion de montrer une très grande compassion, une compassion exemplaire, et ça même au péril de leur propre vie. Ma grand-mère, pendant la guerre, a sauvé un petit Juif, par hasard en fait quand même, parce que ma grand-mère était couturière, et elle recevait ce jour-là une dame qui venait faire des essais, et qui venait avec son petit garçon, qui, si je ne me trompe pas, à l'époque avait 6 ans ou 10 ans. Et pendant les essais, une voisine de cette cliente-là, qui était Madame Fried, qui s'appelait Madame Fried, est venue la chercher en panique en disant « Madame Fried, venez vite chez vous », parce qu'elle habitait quelques rues plus loin. Et elle lui a dit « Madame Fried, venez vite, la Gestapo est chez vous et emmène votre famille ». Ils ont trouvé l'adresse, ils sont arrivés à la maison, ils ont arrêté ma mère et mon frère. Alors, j'arrive chez les Larcher, j'avais donc 10 ans, je croise un homme qui avait à peu près, je sais pas moi, 60, 70 ans, qui me dit en yiddish « Viens voir ta mère ». Donc il m'amène dans une de ces maisons, on monte les étages, au 7e étage, donc je vois ma mère dans le quartier des femmes. Georgette voulait lui faire comprendre qu'elle allait s'occuper de moi. Une lettre. Une lettre. Je crois que c'était de mon père. Je suis au camp d'Écrouves, venez me voir. Il écrit à Georgette Larcher, venez me voir. Et Georgette a dit non, c'est trop dangereux, on va pas y aller. Donc j'ai jamais revu mon père. Elle a eu raison. Et c'est comme ça que je suis remis. Au procès de Nuremberg, l'acharnement des nazis sur des millions de Juifs n'a jamais été admis par aucun des accusés. Dans les années 80, une mini-série historique intitulée Holocauste, qui décrivait la destruction des Juifs d'Europe, a été présentée dans 28 pays à travers le monde. J'ai eu le privilège d'être l'animateur de cette émission au Canada. Parmi les nombreux commentaires que j'ai reçus à la suite de la diffusion de ce document, j'ai été bouleversé de trouver un témoignage qui m'a été adressé par la fille d'un bourreau nazi. Cette lettre
je l'ai toujours conservé. Monsieur Stanquet, j'ai moi aussi vécu le drame, mais sans le vouloir, du côté des Allemands, car mon père était un des exécuteurs. Il a tué au minimum au moins 7000 personnes. Je lui en ai toujours voulu. C'est pourquoi, dès que j'ai su, je me suis réfugiée au Canada. Depuis plusieurs années, j'ai dû me refaire un passé, un nom, afin de ne pas être découverte par les miens. Je ne peux pas croire que mes frères allemands ont pu exécuter des centaines de milliers de gens physiquement comme eux. Je ne peux pas appartenir à cette race maudite. Je suis maintenant marié avec un juif. Nous avons 2 enfants et nous vivons heureux en essayant d'oublier le massacre de l'Holocauste. Signé Cathy, fière d'être devenue canadienne. Les différents procès de Nuremberg ont abouti à plus de 4000 condamnations, dont 700 peines capitales. En tout, 330 000 nazis furent condamnés à une procédure judiciaire, mais dans bien des cas, les coupables ont réussi à fuir l'Allemagne et à échapper à la justice. Simon Wiesenthal, surnommé le chasseur de nazis, a consacré toute sa vie à traquer ces fuyards à travers le monde. Un jour, lors d'une interview qu'il m'accorda à Vienne, Wiesenthal m'a remis une liste de criminels qui, selon ses renseignements, vivaient cachés au Canada. Peu de temps après, le gouvernement fédéral créait une commission d'enquête sur les crimes de guerre, dont la présidence fut confiée à Jules Deschênes, juge en chef de la Cour supérieure du Québec. J'ai eu personnellement le privilège de publier l'autobiographie du juge Deschênes, où celui-ci qualifie les poursuites des criminels nazis comme ayant été une chasse au spectre. Sur les 883 suspects dont elle a étudié les dossiers, la commission a constaté que 341 des prétendus fugitifs ne sont jamais venus au Canada, que 21 ont bien vécu parmi nous à la fin de la guerre, mais qu'ils avaient quitté le pays. 86 des suspects étaient décédés et 4 d'entre eux n'ont jamais été retrouvés. 2 années et 4 millions de dollars plus tard, Helmut Rauka fut le seul homme de cette liste à être extradé du Canada. Une fois les travaux de la commission d'enquête complétés et sévèrement critiqués par l'organisation juive Bnai Brit, son président fut nommé juge au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Serge et Beat Klarsfeld sont eux aussi des chasseurs de nazis. Lui est français, elle est allemande. Et tout comme Simon Wiesenthal, ils ont consacré leur vie à la chasse aux nazis dont les crimes n'avaient pas été jugés. La première fois, Beat est allée au Parlement allemand et elle a interrompu la séance quand le chef du gouvernement parlait en criant « Nazi Kiesinger démissionne ». Et elle a vu qu'il était très frappé de cela. Il a interrompu son discours, il était un peu perdu. Et donc on a dit comment le déstabiliser et comment faire passer le dossier pour chaque Allemand, d'un seul coup. Il n'y avait pas beaucoup où il fallait le tuer, où il fallait le gifler. C'est l'un ou l'autre. Or, le tuer, c'était pas ce qu'on voulait. Et donc, on a compris que la gifle serait, comment dire, la gifle de la génération des enfants à la génération des pères. Et ça fait le tour du monde le même jour. Donc. Nous avons réussi de faire condamner tous ceux qui étaient des donneurs qui avaient signé les documents, qui donnaient des ordres, comme Kotlischka, Herbert Hagen, Ernst Anderson, et qui vivaient, pas en Amérique du Sud, mais qui vivaient à Cologne, à Warstein, sous leur propre nom, maire. Il y en avait d'autres qui étaient juges, qui étaient rédacteurs en chef d'un journal juridique. Bon. J'ai attendu Lischka à la sortie de son bureau, et quand il était à sa voiture, j'ai surgi devant lui avec le revolver au poing. Je lui ai mis sur la tête, devant la tête, et il a cru qu'il allait mourir. Et donc, j'ai poussé un éclat de rire. C'était en plein centre de Cologne, près de la gare. Et puis, je me suis enfui, j'ai pris le train, et on avait posté la veille une lettre aux parlementaires et au ministre de la Justice en disant « Si vous ne ratifiez pas cet accord franco-allemand et si vous n'en faites pas une loi et si vous ne jugez pas les criminels, ils seront tués, tout simplement. » Donc, et je viens de vous en apporter la démonstration. Et il fallait qu'ils comprennent qu'effectivement,
on ne laisserait pas les criminels impunis. C'est une mission accomplie. Si on voit qu'en 1968, Berthe a eu 1 an de prison ferme et qu'en 2012, elle était candidate à la présidence de la République, une des 2 candidates. Donc ça veut dire que l'Allemagne a bien évolué et que la mission, bon, a été quand même comprise par un certain nombre d'Allemands. Je vais vous dire, par exemple, aujourd'hui, on punirait les Russes qui commettent des atrocités en Ukraine, mais pas les Ukrainiens qui font la même chose. Et ça, il faut absolument, absolument éviter que ce soit politique. Les procès de Nuremberg ont donné naissance à la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis 2 ans plus tard, à la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la justice pénale internationale, un projet qui dormait depuis Nuremberg, il a fallu attendre la chute du mur de Berlin pour assister à sa création lors de l'institution des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. On doit cette création en grande partie aux efforts d'un juge canadien, le juge Philippe Kirsch, premier président de la commission préparatoire de la Cour pénale internationale. Une autre Canadienne s'est distinguée à La Haye. Il s'agit de la juge Louise Arbour, qui a assumé le poste de procureur en chef au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Pendant presque 50 ans, il n'y a eu rien. On avait toujours espoir qu'il y aurait un grand traité, une grande convention internationale qui pourrait mettre sur pied de façon permanente le modèle Nuremberg, mais ça ne s'est jamais passé. Et finalement, en 1993, au milieu des massacres qui se passaient en Yougoslavie, en fait, au seuil de l'Europe, où on avait des images, vous vous souviendrez, de camps de concentration qui ressemblaient beaucoup à ceux de la Deuxième Guerre mondiale, de façon tout à fait surprenante. Le Conseil de sécurité des Nations unies, je pense qu'il en perdait ses moyens pour essayer d'arrêter ces massacres, a décidé de mettre sur pied ce qui s'appelait le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour interpeller les dirigeants politiques et militaires, les rendre responsables des crimes, des exactions qui étaient perpétrées. Alors, même genre de crimes qu'au moment de Nuremberg. L'idée de la Cour pénale internationale, c'est que ça soit à vocation universelle, que tout le monde soit, que ce soit équitable, que tout le monde ait la même obligation de rendre compte, ce qui n'est pas le cas, évidemment, parce que plusieurs pays n'ont pas ratifié, dont la Syrie, par exemple, qui est donc à l'extérieur du processus. Et sur un plan opérationnel aussi, le fait qu'on ait plusieurs pays importants, dont les États-Unis, qui ne sont pas à table, ça fait qu'on n'a pas les moyens financiers et opérationnels et le poids politique. On arrive à la 2e décennie du travail de la Cour pénale internationale et je pense qu'il faut remobiliser ceux qui y croient, vraiment investir beaucoup au niveau politique, au niveau opérationnel, au niveau financier, pour lui donner des moyens. C'est une bonne idée d'avoir un tribunal international, doit avoir juridiction sur tout le monde. Ça ne doit pas dépendre de qui a gagné et qui a perdu. Pas de peine de mort et une prescription. Et avec ça, il faut l'avoir pour que les gens sachent que l'on gagne ou que l'on perd, qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire. Le monde a beaucoup changé depuis Nuremberg. D'abord, les exigences procédurales, la qualité des enquêtes, la nécessité d'avoir recours à des preuves très solides, le droit d'appel. À Nuremberg, il n'y avait pas d'appel, alors que maintenant, ce serait impensable de condamner des gens pour des crimes aussi sérieux sans qu'il y ait un processus de révision. Mais fondamentalement, on a toujours dit, c'est vrai, que Nuremberg, ça a été le procès des vainqueurs. Il me semble que souvent, les gagnants n'ont pas été punis pour les atrocités et que, par ailleurs, on a choisi parmi ceux-là. Donc, la première chose que je dirais, que c'est dans l'avenir, ça doit être objectif international. Ça ne doit pas dépendre de la rectitude politique. Je vais vous dire, par exemple, aujourd'hui, on punirait les Russes qui commettent des atrocités en Ukraine, mais pas les Ukrainiens qui font la même chose. Et ça, il faut absolument, absolument éviter que ce soit politique. Les années qui ont suivi Nuremberg n'ont pas été avares de violence, de massacres, de guerres, de camps de concentration et d'extermination de populations entières. La tâche de la Cour pénale internationale est donc immense.
Il faut reconnaître les victimes, honorer la mémoire, dire l'histoire tout en espérant empêcher la guerre. Mais l'inlassable combattant de la paix, Benjamin Ferencz, qui porte le projet de la création d'une cour internationale et permanente depuis le procès de Nuremberg, ne désespère toujours pas de voir un jour notre monde devenir meilleur en devenant plus juste. Cela dit, il est choqué de voir qu'au XXIe siècle, l'utilisation de la flèche empoisonnée contre un ennemi soit formellement interdite, alors que le largage d'une bombe nucléaire sur une ville soit parfaitement légal. Je crois au règne primordial de l'état de droit. Je crois à l'intelligence innée des êtres humains. Je crois que la loi du droit vaut mieux que la loi de la force. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On doit changer, sinon avec toutes ces armes démentielles, nous allons supprimer la vie sur Terre. Nous devons changer. Je pense que nous en sommes capables. Il suffit de modifier la manière de penser des gens, et ça commence à l'école maternelle, peut-être même plus tôt. Quand mon père est revenu de la guerre, il a ramené une boîte de photos prises dans les camps de concentration. Je pense qu'il a été victime d'un trouble de stress post-traumatique, puisqu'une partie de sa thérapie consistait à présenter ces photos à ses jeunes enfants. Je me souviens les avoir regardées à l'âge de 6 ans. Il voulait nous montrer le scénario qu'on aurait pu vivre pendant la Seconde Guerre mondiale si nous avions été une famille de juifs allemands. Il tenait vraiment à ce que ses enfants le sachent. Ne jamais renoncer, ne jamais abandonner est mon leitmotiv, car nous avons accompli de grands progrès. Citons par exemple l'émancipation des femmes, la fin du colonialisme. Nous avons même un noir comme président. Aujourd'hui, un homme peut se marier à un autre homme. Ces choses étaient inconcevables il y a 50 ans, voire 25 ans, et pourtant ils arrivent. Nuremberg fut sans conteste une grande leçon d'histoire, une grande leçon de réflexion aussi sur le comportement humain, sur sa nature et sur sa cruauté. Mais malgré les indéniables vertus de Nuremberg, certains trouvent que la démarche comporte de sérieuses déficiences. Ils lui reprochent notamment d'avoir lavé le sang avec du sang. Alors la notion de pardon n'est pas de circonstance, et je dirais même qu'elle est presque inappropriée lorsqu'on parle de telle tragédie. On pardonne à quelqu'un qui a volé, on peut pardonner à quelqu'un qui a menti, on peut pardonner à quelqu'un qui a trompé, mais on ne pardonne pas à quelqu'un qui a lui-même détruit l'humanité, c'est-à-dire qui s'est détruit lui-même d'une certaine manière. Donc à un moment donné, c'est la notion de pardon, là, effectivement, elle prend une connotation qui est dérisoire et qui n'est pas donc de circonstance. Je crois que la notion de pardon, c'est trop facile en la circonstance. C'est possible de changer notre manière de penser, de décréter que l'état de droit est meilleur que celui de la guerre. C'est tout à fait possible. Je lutterai pour cette idée jusqu'à la fin de ma vie et je profite de l'occasion pour remercier les téléspectateurs du Canada et de France qui verront ce film, de l'aide qu'ils pourront m'apporter et faire de ce monde un monde meilleur. Non pas pour moi, mais pour vous. J'avais tout juste 10 ans lorsque je me suis retrouvé, moi aussi, dans un camp de concentration. Je ne comprenais pas pourquoi. Oui, pourquoi moi? Moi, j'étais catholique, j'étais blond, j'avais des yeux bleus. Autrement dit, tous les fameux traits que prisait Hitler. J'aurais pu facilement passer pour un arien, un vrai bon arien. Je posais la question à un vieux monsieur qui se trouvait dans le même camp que moi. Et les mots qu'il m'a dit, je m'en souviens encore aujourd'hui. Il a dit un jour, ils sont venus arrêter les gitans. Je ne suis pas intervenu, je n'étais pas un gitan. Après, ils sont venus arrêter les juifs. Je ne suis pas intervenu, je n'étais pas juif. Après, ils sont venus arrêter les infirmes. Je ne suis pas intervenu, moi, j'étais bien portant. Et finalement, ils sont venus m'arrêter, moi. Et là, il ne restait plus personne pour venir à mon secours.